Bonjour à tous, bienvenue sur Ambient Discovery, le podcast qui parle d'ambiance. Nous voici de retour avec la deuxième interview de ce podcast. Je voulais déjà vous remercier, vous tous, qui avez apprécié la première interview avec Raphaël 21. Et puis aujourd'hui, deuxième interview, je reçois un artiste incontournable de la scène ambiante actuelle, à savoir Philippe Deschamps. Bonjour Philippe, bienvenue. Bonjour Alexandre. Salut. Comment ça va? Ça va bien et puis je suis très content de te rejoindre ici sur ce nouveau podcast dont j'ai écouté Oui. le premier épisode et qui m'a beaucoup intéressé. Donc je suis content d'être de ce côté cette fois-ci. Tout à fait, on va apprendre, je pense, plein de choses de toi. On va parler de ton projet musical, la musique ambiante et même de cinéma, je pense. Donc il y a un riche programme qui nous attend. Et puis on va commencer avec la première question un peu générale, un peu basique. Pour commencer, qui es-tu Philippe ? Alors, j'ai l'impression d'être plusieurs personnes, Ok. et pourtant je ne suis qu'un. Non, je dis ça parce que bientôt je vais devoir créer plusieurs moniqueurs, plusieurs pseudonymes pour diffuser mes musiques. Mais Ok. mais surtout parce que j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies en parallèle. Parce qu'en fait, je fais de la musique ambiante depuis 3 ans, mais je fais de la musique de film depuis 15 ans et je travaille dans le cinéma depuis 20 ans et j'écris, je fais de la photo, je fais plein de choses. Il y a plein de choses qui me passionnent. Je ne sais pas si un jour ça prendra le devant. L'ambiance, j'y pensais depuis 20 ans et puis depuis 2 ans et demi, 3 ans, là j'en fais. Ça marche bien et ça me permet de rencontrer plein de gens et donc c'est super, mais c'était pas prévu 5 ans avant. J'aurais répondu: «Je suis». À la question «Qui je suis?», j'aurais répondu complètement autrement, quoi. Donc Mhm. on va dire je suis curieux et j'aime bien me lancer des défis et j'aime bien tout ce qui est créatif. Ok, d'accord. Ok, donc tu disais projet ambiante, donc sous ton nom, Philippe Deschamps. Et tu es aussi donc présent sur les plateaux de cinéma. Tu disais donc tu composes de la musique de film, mais je crois que tu fais pas que ça aussi. Tu es ingé son. Tu es un petit peu aussi sur les plateaux de cinéma, c'est bien Oui, ça? oui, alors c'est vrai que heu certains disent, day job, enfin quand on pose la question aux musiciens, quand ils vous répondent souvent, Ouais. «Moi j'ai un boulot parce que la musique, ne me paie pas» et moi ça s'est passé complètement autrement, c'est-à-dire que mon métier principal et c'est mon rêve aussi et j'en suis très satisfait, c'est, ingénieur du son effectivement sur les plateaux de cinéma, enfin surtout beaucoup en tournage, à l'extérieur et donc des fictions, quelques documentaires, mais ce que j'aime bien, c'est vraiment la fiction et ce que j'adore dans ce métier, c'est les comédiens. C'est la voix des comédiens, c'est leur jeu, c'est assister à la naissance des personnages. Je trouve ça très beau, ces moments quand on est sur un plateau, d'être là pour les accompagner, pour les reprendre aussi parfois, avec, beaucoup de tact, mais sur la compréhension parce que c'est, aussi important que la technique de prise de son. C'est, être sûr qu'à la fin d'une scène, on a bien tourné, tout ce qu'il fallait, en termes de jeu, mais aussi en termes de compréhension. Mais j'ai Mmh. un autre métier aussi, tout à fait lié, mais c'est celui de monteur son. Dans une étape, avant mixage de post-production, entre le montage image et le mixage, il y a toute la partie inventive, des ajouts de son. Créer des ambiances en 5/1, à partir de petits éléments, en ajoutant je parle d'une scène d'extérieur, par exemple, un petit cours d'eau, qu'on va placer un peu sur la gauche, un rouge-gorge, qui va lancer, quelquefois son chant, au fond à droite, avec une résonance un peu partout, un peu de vent dans les feuilles, et on va placer ça entre les répliques, dans des moments de calme, pour qu'il y ait des petits événements qui soient intéressants. D'autres, on va les cacher en dessous, pour qu'ils puissent apparaître dans les trous. J'adore cette partition-là, ce travail, qui est hyper créatif et c'est un peu comme un assemblage de Lego. À la fin, on a tout un ensemble et on se dit: «Waouh, OK, bon, ça y est». Mais en vrai, on a passé 1 mois et demi ou 2 mois dessus et donc on arrive au mix, avec tous ces éléments.
Donc ça, OK c'est pour la et partie, quand tu dis post-prod. ouais, post-prod, d'accord. Justement, je rebondis quand tu disais, tu mettais des bruits, des petits cours d'eau, des choses comme ça. C'est comment tu les c'est toi qui les enregistres ces sons-là ou tu les prends, je sais pas, il y a des banques qui existent? Comment ça se passe en fait? Là, c'est vraiment question de Bien néophyte, sûr, hein, bien sûr. vraiment, hein. Alors, tous les monteurs son vont enregistrer, des sons. Ça, c'est connu, enfin, c'est OK, vraiment un milieu de passionnés et mais quand en plus on est, sur les tournages, on voyage beaucoup et on pour la nécessité des films, on fait aussi beaucoup de prises de son, en plus, de la journée de tournage, heu, pour prendre des ambiances, ou de l'air, du silence ou des sons de porte, des sons de je sais pas, de coups, de flingues, de trucs, enfin tout ce qui pourrait être ouais. Du intéressant. lieu du Oui, voilà. tournage? Ouais. Mais, Ouais, du coup, j'ai quand d'accord, même d'accord. accumulé beaucoup d'ambiances, prises pendant les tournages ou pendant les séjours en tournage. C'est-à-dire que si je rentre pas à Paris, le week-end, bah, j'ai encore de quoi enregistrer, pendant mes 2 jours libres ou un jour et je peux me faire une petite balade avec, mon perchman, ou tout seul, pour aller enregistrer, quoi. OK, d'accord, ouais, Et puis OK. si j'ai pas ce qu'il me faut, je peux très bien demander à un ami monteur son et enfin ça fonctionne comme ça. On s'échange des OK, choses. d'accord. Ouais, OK, d'accord. Une petite communauté de monteurs Ouais, son alors. mais du coup, c'est vrai qu'entre, cette utilisation de Pro Tools et plus tard l'utilisation d'un autre logiciel hem, pour faire de la musique, il y avait déjà cette passion un peu geek du montage. Ouais, d'accord. De créer une espèce des ambiances, des choses, des collages, des choses comme ça Ouais, peut-être? ouais et Ouais. puis de penser à la durée, à ce qu'on raconte, à ce qui évolue, à ce qui demeure, à ce qui change, à ce qui disparaît. OK et puis, donc ingé son, monteur son, compositeur de BO aussi, tu le disais en intro. On va y revenir un petit peu plus loin aussi, sur cette partie. Voilà et du coup, alors par rapport à l'ambiance, donc tu disais, toi, ça fait 3 ans, c'est ça? Ce que tu disais que te tu en faisais? Bah, en fait, c'est à peu près exactement ça, c'est-à-dire que je suis rentré il y a 3 ans, je pense en avril, du tournage d'un film qui s'appelle, Madame de Sévigné, où on a passé, 2 mois près de Grignan et dans la Drôme. J'ai enregistré des choses fabuleuses, je suis rentré, j'ai acheté un bouquin qui venait de sortir, de Jean, un bouquin sur l'ambiance de Jean-Yves Leloup. Ah oui, 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 je vois, oui. Oui, oui, tout à fait. Que j'ai adoré, qui m'a permis de me replonger dans des choses que j'aimais énormément, d'en apprendre plus, de découvrir d'autres choses et en fait, ça a été le déclic. OK. Je pense que le déclic, c'était 2 ans avant avec le covid, sur bon, ça serait bien de, c'est bien de faire de la musique, mais personne n'est au courant. Comment faire? Et je découvre qu'on peut distribuer sa musique sur les, DSP, les plateformes de streaming et je me dis: «Bon, il faudra que je fasse ça un jour, mais quoi? Comment?» et en fait, tout était prêt quand, je suis rentré de tournage. Je savais que j'allais distribuer avec un agrégateur qui s'appelle Ditto, plus tard ça serait avec DistroKid. Je découvrais je m'immergeais complètement dans l'ambiance. J'avais quand même fait plein de premiers pas dans la musique électronique et là, bah, pendant 3 mois, en fait, j'ai fait que ça et du coup, le projet, il a vraiment été lancé, je pense, en août 2022. D'abord tous les 2 mois. Et puis, au mois de janvier 2023, j'avais juste sorti 3 titres d'ambiance, mais là, c'était vraiment le début. Le début où je connaissais un peu mieux l'écosystème, les gens avec à qui enfin, qui pourraient m'aider, heu, les gens à qui j'aimerais aussi, pas ressembler, mais, dont j'aimerais me rapprocher. Heu, enfin, j'étais pris dans l'aventure. Mmh. Donc voilà, voilà. C'est il y a moins de 3 ans, quoi. D'accord, d'accord, OK. Alors du coup, est-ce que, je fais le parallèle entre ton activité au cinéma, en fait et la musique en tant que producteur, de musique ambiante, en fait. Est-ce que cette activité de cinéma nourrit ta musique en tant que producteur de musique ambiante? Est-ce que, tu t'y vois un parallèle, ça va ensemble? Ou alors vraiment tu sépares vraiment les 2 projets, vraiment les 2 entités? Est-ce que c'est complémentaire? Ils sont complémentaires ces activités? Je crois qu'ils sont assez je pense qu'il y a beaucoup d'espace entre les 2. Ouais? Je sais pas, depuis que j'ai
commencer ce projet, j'ai rien fait qui serait utile, dans les musiques que je faisais pour les films. Hem, Là, j'ai fait dans les mois dans les derniers mois, j'ai fait du jazz, et puis des solos enfin, j'ai écrit des patterns pour les solos de batterie, du jazz pour, contrebasse, batterie, clarinette, flûte. Là, dans 3 mois, je vais enregistrer une BO, qui sera faite de violoncelle, flûte, clarinette, mais moi, je vais jouer de la guitare. D'accord, OK. Donc là, oui, il y a 3 ans, j'avais sorti une musique de film, entièrement faite à la guitare et il y avait déjà peu de notes, peu d'accords et beaucoup de travail de production et là, ça sera un peu pareil. Donc on va dire que s'il y a un lien, c'est la guitare qui le crée. C'est-à-dire que c'est mon utilisation de la guitare, elle est très ambiante, même si je l'utilise dans un film. Ouais, d'accord. Mais quand je fais de l'ambiance, je travaille, pas avec des musiciens, je travaille tout seul et du coup, c'est plus un gros travail de production. D'accord. D'accord et justement, est-ce qu'il y a des sons que tu aurais pu, prendre, je sais pas, durant tes tournages, comme tu disais il y a quelques instants, que tu remets dans ta musique ambiante? Ou là aussi il y a une pas une barrière, mais on s'est séparés? Je sais que tu es pas très, très fan de la musique où il y a des cuicui comme tu dis, où il y a des sons de nature et alors, du coup, non, ça tu l'utilises pas en fait, les sons que tu as pu capter lors des tournages, tu les réutilises pas dans ta musique? Ça dépend. Ah! OK. J'ai utilisé pas mal de sons de vent, OK. vent dans les feuilles, vent d'hiver, de courants d'air, que j'ai retravaillé après pour qu'on sache plus trop ce que c'est. OK. Heu il y en a pas mal. Je pense que c'est vraiment une texture qui m'intéresse, OK. une texture qui n'appelle pas à, trop de représentation de nature, mais qui a en elle-même, un mouvement, une musicalité sur laquelle moi je peux rebondir. Donc, et c'est un peu la même chose avec les sons de mer. Donc oui, j'utilise aussi des sons de mer, des sons de vagues, que parfois je sature, que parfois je retravaille beaucoup. Je veux pas que ça soit le petit cours d'eau, enfin les petits mouvements de l'eau, heu, pour juste qu'on se pose avec 3 notes et qu'on se dise: «Waouh, on est bien, on est en vacances», heu et ça peut être très bien, mais j'ai envie que ça devienne un élément musical. OK. Donc je vais essayer de lui apporter une autre texture, de le produire. Mais au départ, c'est effectivement des sons que j'ai enregistrés moi-même. D'accord, d'accord, OK. OK, c'est intéressant, ouais, OK. Et alors quand tu composes une musique, pour un film, pour un court métrage, est-ce que tu l'abordes de la même façon que l'ambiante? Genre, par exemple, tu t'assois devant, tes claviers, tout ça. Est-ce que tu t'abordes de la même manière? Alors j'imagine le film, c'est un il y a autre chose parce que du coup, tu as déjà des images, donc du coup, tu dois un peu te caler à l'image. Enfin, je sais pas. Est-ce que du coup, Mmh. c'est différent ou pas? Comment tu l'abordes, ces 2 projets? Comment tu les abordes? Je pense que c'est complètement différent OK, parce que, en fait, déjà, quand c'est une musique de film, je travaille pour quelqu'un, ouais, donc je suis pas maître à bord. Donc peut-être ça pourrait ressembler à, travailler et proposer quelque chose à un label qui ferait des retours et qui dirait: «Ah oui, ça c'est bien, mais tu devrais faire un autre morceau comme ça» ou je sais pas, avec une ligne directrice, mais là, quand je fais de la musique pour moi, personne va me dire, «Il faut que ça soit plus, romantique, ou que ça fasse plus peur» ouais, donc je pense que de toute façon, quand on fait de la musique de film, on la fait déjà pour quelqu'un, pour un projet et en plus on est nourri, d'émotions par certains passages du film. Heu, Quand on fait de la musique pour soi, bah, on est tout seul, quoi, sauf si on se donne quelques idées un peu storytelling, se dire: «Alors, ça serait un album, un EP ou un morceau sur tel sujet». Moi, je donne jamais de nom avant. Je suis très, enfin, disons que je fais des recherches, j'essaie des choses, je me mets dans un état de réception à ce qui arrive et je rebondis dessus et en général, quand il y a quelque chose qui marche, je peux entendre 2, 3, 4 voix que j'ai envie de placer à l'intérieur du morceau. Et donc c'est un peu du contrepoint, mais c'est complètement
c'est très imaginaire, j'écris pas de partition. Mmh. Je peux écrire une suite d'accords, mais une fois que j'ai enregistré, en fait, je chante. C'est-à-dire j'ai quand je dis j'entends des voix, je chante dans ma tête. Je sais très bien qu'il va y avoir deux trois éléments en plus et du coup, bah, je vais les faire. Mais, ce qui me nourrit, c'est cette base. Heu, la première couche me nourrit comme des images de cinéma D'accord. et cette première couche, elle vient souvent, d'un travail un peu aléatoire sur les textures avec beaucoup de LFO. On parle de Generative Music. Ryan Eno a beaucoup théorisé là-dessus. Moi, c'est des choses qui, assez récemment et et tout à fait en dehors de la musique de film, m'intéressent pour poser comme un paysage abstrait sur lequel moi je vais rebondir parce que je vais entendre des choses qui me manquent dedans. Mais, je pense qu'on peut tout à fait parler, c'est la première fois que je vois les choses comme ça. Heu, on pourrait tout à fait parler de cet environnement, généré, comme des images d'un film sur lesquelles un compositeur peut réagir. Mmh. D'accord, d'accord. OK. Je me souviens qu'au détour d'une conversation qu'on avait eue il y a quelque temps, tu me disais que tu regrettais un peu d'avoir utilisé, le nom de Philippe Deschamps pour ton projet Ambiante. Parce que tu aurais voulu pardon, utiliser ton vrai nom pour, justement la musique de film, la musique à l'image et un pseudo pour ton projet Ambiante. Du coup, tu en es où de cette idée? Tu t'es réconcilié avec, l'idée d'avoir, soit le même nom pour les 2 projets ou en tout cas Philippe Deschamps pour ton projet Ambiante? Tu en es où? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je racontais tout à l'heure que j'étais hyper content, je savais comment j'allais faire pour distribuer ma musique et que j'étais en plein dans l'ambiance. Donc je l'ai fait comme pour ouvrir la voie en me disant: «Bon, de toute façon, mes musiques de films sont très disparates dans plein de genres différents. Si je veux un peu être découvert, bah, peut-être que l'ambiance, ça passera mieux. Peut-être que c'est un un genre musical qui se fait mieux découvrir». Et mes musiques, je les mettrai à la suite, une fois le projet lancé. Mais en fait, j'ai un peu compris entre-temps que, on va dire les algorithmes, les sites comme Spotify ou Apple ou YouTube aiment pas trop la diversité. Ils aiment bien avoir une identité claire. Et si je commence à mettre des solos de batterie sur ce projet ambiante, je pense que je vais un peu ruiner et détourner beaucoup de gens, heu, bah, de mon univers, en tant qu'artiste ambiante. Donc à l'heure actuelle, ce qui va se passer, c'est que, j'ai vu avec la SACEM, c'est Philippe D qui va sortir, toutes ces musiques de films Ah oui, d'accord. et maintenant ça sortira là-dessus. Donc c'est un projet à créer, la musique elle est là, mais ça va être du temps en plus parce que c'est comme un nouveau projet. Eh oui, eh oui. Mais c'est pour ça tout à l'heure je commençais l'interview en disant: «Oui bon, je suis un peu plusieurs personnes, mais ça va s'empirer donc Ouais. je préférais annoncer la couleur». D'accord, d'accord. Donc voilà, Philippe D qui arrive bientôt, sur le marché des musiques de films. Super, OK. OK, on va rentrer peut-être un petit peu plus dans ton studio avec toi. Alors, quels outils tu utilises, pour composer de la musique? Tu parlais un petit peu de LFO tout à l'heure, de choses, tu as commencé un petit peu à aborder le sujet, mais voilà, concrètement, qu'est-ce que tu utilises? Alors, il faut savoir que je suis parisien, Mmh. donc je n'ai pas beaucoup de place. J'ai une famille et je n'ai pas de pièce, je n'ai pas de studio. Donc il faut que je sois léger. Mmh. Donc à part un piano et 2 guitares et une basse, ce qui est déjà pas mal. En fait, toute ma musique, je la produis, avec un clavier MIDI et un logiciel extraordinaire qui a changé ma vie, il y a plus de 15 ans, heu, avec lequel je compose toutes mes musiques de films aussi, heu, qui s'appelle Ableton, Ableton Live et qui a été créé notamment par, Robert Enke, qui est plus connu sous le nom de Monolake, qui est un artiste incontournable de l'électronique et que j'admire énormément. Donc je travaille sur Ableton principalement et dedans je rentre, énormément de textures enregistrées avec la guitare ou avec le piano ou, j'utilise aussi, bon certains,
enfin plugins, certains logiciels, à l'intérieur pour, générer des sons et mais souvent, des instruments virtuels qui, permettent, de transformer, les textures de quelques notes, de quelques samples qu'on peut rentrer dedans. Donc je suis vraiment un gros fan de Pigment, D'accord. de Arturia. Ouais, qui te permet de faire ça du coup, c'est ça? De rentrer un sample et puis, Ouais, de travailler ouais. avec? OK. Et de travailler aussi avec, pas mal d'effets granulaires, Mmh. de voyage dans le temps du sample, en parallèle, à sa à sa lecture. D'accord, OK. Et Mmh. au niveau guitare, donc tu parles de guitare, du coup tu utilises beaucoup la guitare. Tu l'as toujours beaucoup utilisée? Une fois, je me souviens, on avait échangé, puis tu m'avais dit: «Ah, en ce moment, je me mets beaucoup plus sur la guitare». Est-ce que il y a un moment, tu l'avais un petit peu délaissée, laissée de côté? Je sais pas. Je pense que je suis un peu, c'est ma vie musicale, elle est un peu comme ma vie en général, je suis très saisonnier. C'est-à-dire que, oui, bah, parfois je pars en tournage et puis parfois je suis là, je fais de la musique et puis parfois je suis juste pas loin et je fais du montage son. Le Les instruments de musique, c'est un peu la même chose. Je j'ai fait énormément de piano ces dernières années. En ce moment, j'en fais un peu moins, mais en fait, j'en fais quand même tous les jours. Donc j'improvise, on va dire, entre 10 minutes et 40 minutes par jour. Enfin, c'est une routine, c'est un truc important pour moi et c'est surtout une base de création, d'avoir dans les doigts quelque chose qu'on a trouvé, 3 jours avant, qu'on reprend. En fait, rien n'est noté et puis parfois, bah, je finis par noter quelque chose. Mais la guitare, c'est des périodes, de ouais, de 2 mois, c'est j'ai un projet, il va y avoir de la guitare, donc pendant 2 mois, je fais plein de guitare. Puis alors le reste de l'année, je l'oublie totalement. D'accord, ouais. Et je me sens pas guitariste, mais d'ailleurs je me sens même pas instrumentiste. Heu, je pense que ce qui est le plus important pour moi, c'est le studio, c'est la production. Hem, Après oui, je compose, j'ai des choses en tête, tout ça, ça n'a rien à voir. Moi je m'en fiche d'être d'un très mauvais guitariste. C'est quand je fais des choses, j'essaie que ça soit beau avec des beaux sons et en fait, c'est certainement assez lent, oui, heu mais parce que personne ne m'attend, pour faire un solo de guitare. Donc et c'est pas mon but, ça a jamais été mon but. Moi, il y a très longtemps quand j'étais dans des groupes, c'était pour accompagner si j'utilisais la guitare. Mais si je voulais faire chanter un instrument, mon instrument c'était la basse. C'est-à-dire vraiment le contrepoint du chant, heu, avec des lignes descendantes, des choses musicales. Ça pour moi c'est un instrument hyper important et qui m'a formé. Parce que j'ai fait de la musique baroque, quand j'étais jeune et dans la musique baroque, enfin voilà, on apprend vraiment, tous les renversements, d'accords, de pas être toujours sur la tonique, mais de placer une autre note de l'accord parce que ça permet de faire chanter la basse. D'accord. Donc voilà, aujourd'hui, je suis un très mauvais bassiste, un très mauvais guitariste, un pianiste, qui trouve des choses, et qui s'écoute. Ça peut s'écouter, ça passe, ouais, mais en fait, j'écris et je produis. Mais je suis pas musicien, enfin, j'aime trop les musiciens pour prétendre l'être. Mmh. Oui. Bon, quand même, tu arrives à faire de très, très belles choses quand même. C'est gentil. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est, enfin, que c'est une chose, de produire, d'imaginer, de faire sonner et puis c'est autre chose, de vivre comme musicien, mais je veux dire comme, instrumentiste. Oui, oui, je vois. OK. Je rebondis sur ce que tu disais il y a quelques secondes. Tu as fait partie donc de groupes quand tu étais plus jeune peut-être ou ouais, c'est ça? Mmh. Groupe, de quoi Et du coup? ben, bah, toute l'adolescence et puis jusqu'à 22-23 Ouais. ans, hem, bah, que des groupes de rock. Ah ouais, OK. Donc j'ai chanté dans des groupes de rock, j'étais bassiste, j'étais guitariste, parfois j'ai remplacé à la batterie. En fait, j'ai appris tous les instruments, et tout l'interplay, le jeu, enfin le jeu ensemble, ça me vient quand même de ces années de formation un peu bizarre, mais génial. Enfin, en tout cas, la pression avant un concert, Ouais. heu, enfin j'ai rien à raconter d'extraordinaire. C'est pas, des groupes qui ont eu une histoire formidable, mais ne serait-ce que faire des enregistrements, des
compositions, des reprises, découvrir le studio, heu, se reprendre dans des répétitions, faire des concerts, enregistrer des concerts, réécouter, apprendre de ses erreurs, gérer son stress aussi, enfin surtout quand on est chanteur et qu'on est vraiment devant tout le monde, heu, enfin je trouve ça fabuleux quoi. C'est d'avoir vécu ça, parce que c'est derrière moi tout ça quoi. Ouais, 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 je comprends. Mais oui, ça apporte une vraie expérience, une vraie effectivement. Je suis un peu dans le même cas que toi. Effectivement, j'ai eu pas mal de groupes, il y a quelques années, j'ai arrêté mais ça j'ai énormément appris sur le live notamment. Oui, Mmh. ça apporte énormément de choses, ouais. OK, oui, Mais vas-y. ça me fait penser ce que tu es en train de dire. Fait tu viens de dire: «J'ai arrêté il y a pas très longtemps». Heu, En fait, ça prend énormément de temps, Oui, toutes ces répétitions alors oui, il y a les égos à gérer aussi. aussi. Ouais. Ça c'est compliqué. Et ça, les répétitions, être, très disponible et en fin de compte, je trouve qu'il y a un vrai confort à être un musicien solo ou éventuellement à 2. On arrive à s'en sortir. Mais, voilà, je pense au projet que j'ai avec Gaëtan, avec Belle Brume, là, on est en train de le relancer et il y a pas de pression de concert, de répète. On est à 2, on se voit quand on peut, on sort quelques titres par-ci par-là et c'est un vrai confort aujourd'hui. Je pense que j'aurais du mal à aller en répète 1-2 fois par semaine, transporter tout le matériel, enfin c'est waouh. Ouais, ça c'est derrière moi Mmh. ça, je trouve, ouais. Ouais. Je sais pas si toi Ouais, c'est pareil. pareil, hein? Ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. J'ai envie d'autre chose. Ouais, c'est ça, c'est ça. Niveau musique, du coup, toi, bah, qui est vraiment, on va dire, dans la musique, vraiment dans un métier même créatif dans le cinéma, c'est quoi aujourd'hui ton regard sur le monde de la musique indépendante aujourd'hui? De façon générale ou peut-être tu as des choses peut-être à dire plus spécifiquement? Waouh, c'est Ouais, énorme je comme suis question. désolé, hein. Non, non, mais c'est par où Mmh, commencer? Je pense qu'en tant qu'artiste, en 2025, qui existe essentiellement sur les plateformes de mmh, streaming, ce que je peux dire de ce point de vue-là, c'est que d'abord, c'est formidable aujourd'hui de pouvoir faire ça tout seul, mais ça demande énormément de travail, ça fait peu parler, il peut y avoir du chiffre, mais c'est une position totalement différente de ce qui existait auparavant. Donc nous, on a un peu vécu tout ça, mmh, tous ces changements, comment on est passé, du disque au streaming, mmh, comment un marché s'est effondré pour reprendre de la valeur dans les mains de 3 majors. Heu, c'est un peu violent, tous ces changements. Est-ce que c'est bien ou pas bien? C'est assez complexe d'y répondre, mais ça serait trop facile de dire, «Ah bah, c'est formidable que je puisse, livrer ma musique tout seul, c'était pas permis avant». Certes, mais par contre pour les gens qui vivent de la musique, qui font pas d'autres métiers à côté, je pense que c'est absolument pas les mêmes revenus qu'avant et que c'est pour eux que c'est le plus difficile. Donc on dit souvent aujourd'hui, il y a que la scène qui paie. Donc plus tu fais de concerts, plus tu peux vivre de ta musique et tu as intérêt à en faire pas mal des concerts. mmh, Donc et je pense plutôt à des groupes de rock, mais si on pense aux musiciens de jazz, quand ils vendaient des disques, bah, ça restait une musique de niche, mais ils touchaient un pourcentage, sur les disques vendus et puis ils font assez de concerts aussi. Aujourd'hui sur le streaming, en part de marché, ça représente rien du tout et là où certains grands artistes, de rock ou d'électro peuvent encore, avoir en quelque sorte des revenus du streaming, bah, des musiciens de jazz ont plus rien ou de classique, c'est pareil. Heu, le classique et le jazz, c'est un peu les grands écorchés, de l'ère du streaming, je pense. mmh, Donc ce que je pense aujourd'hui, bah, c'est que, il se passe des choses un peu graves, qu'il va falloir suivre ça de près. Et je parle je pense au Perfect Fit Content, qui a été analysé il y a pas très longtemps, dans un reportage anglais. Je sais pas si tu connais, c'est un truc qui se passe, en interne à Spotify.
C'est les artistes, fake, c'est ça? Ou c'est Bah, c'est les ouais, les fake artistes et les ghost ouais, artistes. voilà, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Ouais, oui et en gros, c'est un peu ce qui se passe, bah, dans le cinéma, en fait, heu, il y a des bibliothèques musicales gérées par des sortes de labels qui font produire à des compositeurs et à des musiciens, des morceaux qui pourraient être utiles, dans des documentaires, dans des reportages et ils paient, une somme et à la fin, ils touchent plus rien dessus. Mais ils ont été un peu bien payés au départ, mais après ils ne touchent aucun droit. Mmh. Ce qui facilite énormément, en termes de paperasse administrative, l'utilisation de ces musiques. Parce qu'il y a pas besoin d'aller demander, d'aller clearer les droits, d'aller demander, la permission, aux à ceux qui détiennent le master, à ceux qui détiennent, le publishing, aux auteurs, donc c'est un système qui était déjà en place et je pense que c'est un peu la même chose qui est en train de se passer chez Spotify. C'est de travailler avec, des labels qui détiennent, tous les droits musicaux, à des artistes qui leur ont cédé et qui placent ça, après dans leur playlist en échange bah, ça si tout le monde écoute leur grande playlist et qu'il y a pas d'artiste à rémunérer, bah, ça permet de redresser un peu la barre de Spotify heu, qui est enfin bénéficiaire, mais qui est toujours menacé de pas faire assez de profit auprès de ses actionnaires. Donc mais le vrai problème de ça, c'est que si on laisse faire, en fait, on pourra mettre de l'IA à la place après. Parce que si on n'écoute plus que des playlists et qu'on ne voit pas ce qui est en train d'être, enfin les artistes qui sont en train d'être remplacés, par ces ghost artistes, fake artistes, heu, si on écoute juste des playlists pour écouter, des humeurs, des moments de la journée, des choses qui correspondent à certains états et qu'on ne suit plus les artistes eux-mêmes, et ben, à la fin, Spotify détient je Spotify ou autre, hein, c'est un peu partout pareil, détient ces playlists. Il y a des gens qui les écoutent et on pourrait très bien mettre de la musique, hem, générée par, intelligence artificielle, une fois, 2 fois, 3 fois, en se disant: «Bah, ça coûte rien» et les gens vont même pas se rendre compte puisque de toute façon ils écoutent ça pendant 5 heures en faisant autre chose. Donc j'en reviens à un autre problème par rapport à aujourd'hui. C'est que je pense qu'il faut absolument, que les artistes et les fans, les auditeurs, les passionnés, le public, se rapprochent et il faut trouver des liens pour qu'ils se rapprochent. Alors, dans des styles, comme le nôtre, on parle d'ambiance, c'est assez rare qu'il y ait des occasions de se retrouver en live. Il y a quelques scènes, dans d'autres pays, au Canada, aux États-Unis, peut-être, en Allemagne, je connais pas tout, mais en France, je n'en vois pas. Mmh. Effectivement. Donc il y a encore d'autres moyens et je pense que j'ai envie d'y réfléchir et de trouver des solutions par rapport à ça. Moi qui suis un peu timide et en retrait par rapport au réseau, où je mets le minimum et très peu de photos de moi mais j'ai un peu comme au début, quand j'ai démarré sur Instagram, je pense que je racontais des choses comme un carnet de bord et c'était un peu comme mon journal de musical et je pense que j'ai envie de me remettre à ça et j'ai envie d'essayer de trouver comment, établir un lien, un contact, un intérêt aussi pour une personne qui pourrait s'intéresser à ma musique, un intérêt pour ce qu'il y a derrière. Mais il faut que je franchisse ce cap. Mais je parle pour moi, mais je parle pour tout le monde. Je pense que c'est absolument nécessaire de d'être moins dépendant, des playlists et plus proche des gens qui sont susceptibles d'aimer, la musique que nous produisons. Je te rejoins complètement, effectivement. L'aspect, lien entre l'artiste et celui qui écoute, le «fan» entre guillemets, hein, bien Mmh. sûr, Mmh. est très, très important. C'est très, très dur, je trouve, à mettre en place. Alors il y a plein de programmes qui existent pour mettre ça en place, pour, voilà, à travers de la pub, attirer les gens et puis ensuite comment dire? On les ajoute dans les newsletters, on les fidélise, on leur propose des choses vraiment rien que
pour elles. Là, notamment, il y a là, j'ai relancé la souscription sur Bandcamp, là. Tu peux, contre un petit, quelques dollars par mois, en fait, faire ton propre système de souscription et offrir du contenu vraiment exclusif pour les personnes. Ça, c'est un début, je trouve, c'est bien. C'est peut-être pas suffisant. Moi, je rêve, comme toi aussi, d'avoir des événements live, en France, d'ambiance ou en tout cas qui s'en rapprochent. Ça serait génial. Mais Ouais. je ne sais pas, c'est un style Faudra vraiment les de créer. niche. Pardon? De quoi? Faudra les créer. Faudrait les créer. Bah, c'est ça, en fait, et voilà, c'est peut-être ça qui reste, en fait. C'est à nous de les créer, ces occasions-là, peut-être, effectivement. Mmh. Tu parlais d'IA par rapport à ton métier dans le cinéma ou de ce que tu vois, en fait, les autres métiers, ça craint un peu au niveau de l'IA? Il y a un peu de la réticence, il y a des métiers qui sont menacés? Comment ça se passe? Alors je suis pas connaisseur et pas tout à fait enfin pas vraiment touché par ça donc Ouais, je vais pas me prononcer. Je peux juste dire que en ce qui concerne la post-production sonore, il y a des outils, d'IA assez intéressants qui aident à enlever des bruits de fond, du souffle, plein de choses qui bon, ils font pas tout. Enfin, moi, je pense que je fais beaucoup de il y a plein de choses que je fais beaucoup mieux que la machine. Mais à la toute fin, sur des choses ou des problèmes où avant je j'avais pas la main, je trouve qu'il y a de très bons outils aujourd'hui d'accord. Donc et qui viennent de cette, culture, de l'IA. donc heu, l'IA en tant qu'outil, pas une IA qui remplacerait, en fait. Voilà, c'est un peu ta vision. Ah oui, non, absolument pas. Même, c'est quand je pense, aux pochettes, enfin tout Ouais. tout l'aspect créatif qu'il peut y avoir, pour nous, heu quand on sort des morceaux, enfin, ouais, si on sort des trucs, toutes les 2 semaines, 3 semaines ou 4 semaines, bah, faut les faire Mmh. ces couvertures, faut faire ce travail d'artwork. Donc moi j'adore prendre des photos tout le temps, donc j'ai tout le temps des photos de côté. Je depuis pas longtemps, je fais un peu d'aquarelle aussi et bah, j'en avais utilisé une, pour l'album qu'on avait sorti sur, Mare Mmh Nostrum mh. Mmh. et c'était la première, mais là j'en fais une série pour, un autre projet que j'ai avec, Relief, Mohamed Kadri, Mmh. qui va sortir cet été et je trouve ça hyper important de trouver, ça aussi un enfin, je trouverais ça dommage qu'on n'utilise plus que des IA pour gagner du temps sur les pochettes, alors que, l'image de ce qu'on va écouter, c'est quand même une sorte de vitrine. On voit avant d'écouter quand on est sur internet. On voit une pochette. Donc et puis c'est aussi comme ça qu'on reconnaît certaines personnes. Je peux reconnaître des pochettes de Mary Nice qui justement fait de super belles aquarelles. Hem, je trouverais ça dommage de laisser ça à l'IA en disant: «Je gagne du temps» et c'est pas mon problème. Je pense qu'il faut absolument prendre en main, la la partie créative de l'illustration, c'est-à-dire la présentation de la musique. Absolument, tout à fait. C'est comme tu dis, c'est la vitrine, c'est la première chose qu'on voit avant de cliquer sur play, c'est la Mmh. pochette. Mmh. Très bien, bah, écoute, on arrive un peu sur la dernière partie de cet épisode. Alors, quelle est ton actualité? Cet épisode sort attendez, qu'on je calcule, non, mi-mai, quelle est donc, ton actualité? Tes projets à venir, du coup, c'est quoi? Ben, je sors, ouh là, ici pardon. Donc, là je suis en train de sortir, si on est mi-mai, je suis en train de sortir un EP avec, Ambient Soundscape, tout seul cette fois-ci. OK. Donc, avec, beaucoup de LFO sur des accords, beaucoup de choses, assez poétiques je trouve, donc ça c'est cool et puis, je vais sortir un premier single avec un guitariste ambient que j'aime beaucoup qui s'appelle Davis Branch, heu et puis juste après, bah, cet été il y aura des sorties avec Relief. OK. D'accord, donc un programme, jusqu'à l'été, en fait. Ouais, 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 ouais. Bah, là, je suis en train de penser à la suite en septembre, d'accord. Tu mais justement, ça va me laisser du temps pour sortir, me commencer à sortir mes musiques de films. Ah voilà, super, OK.
Parce que tu as beaucoup d'avance en général quand même sur tes sorties ou C'est la première fois que je commence à avoir 4 mois d'avance là, mais disons que avant j'avais 2 mois. Mais c'est marrant parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais c'est assez intéressant. Raphaël en parlait, son organisation, à la semaine ouais, près, par rapport à son travail. Moi, j'ai des périodes intensives de travail où je peux absolument rien faire et j'ai des périodes assez libres où je peux faire beaucoup. Donc en gros, quand je dis: «J'ai plusieurs vies», c'est que, bah, pendant 2 mois, là, cet hiver, pendant 2 mois, je faisais que de la musique. Mais juste avant et juste après, j'étais en post-production et je pouvais rien et faire. tu faisais que ça du coup? Ouais, Ouais, voilà. Parce que c'est enfin, c'est le tournage, par exemple, c'est des journées de 12 heures, on peut absolument rien faire d'autre et la post-production, quand on a passé, 9-10 heures devant un ordinateur, en rentrant, bah, il y a d'autres choses à faire que, de se reposer, une fois de plus sur son ordinateur ouais. et d'autant plus quand on a une famille. Donc je suis obligé de prendre de l'avance. Mmh. Ouais. Et quelque chose qui a changé ma vie aussi, c'est entre le début de l'aventure et maintenant, c'est que au début, je pensais morceau après morceau. Je redémarrais, tout à zéro. Pour chaque morceau, c'était une nouvelle création, absolument, inédite, heu, enfin, en tout cas pour moi. Maintenant, j'ai cette pensée quand je trouve quelque chose de bien, que j'ai un setup, j'ai des instruments que je me suis créés et que ça serait bien que je fasse au moins 4 morceaux. D'accord, OK. Ah ouais. Pour à chaque fois sortir, des plus longs formats qu'un simple single, c'est ça l'idée ou? Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord, OK. Pour créer un ensemble Ouais. et pour qu'il y ait plus de choses à raconter aussi, pour que, il y ait plusieurs angles, sur une idée, et ça veut pas dire que les morceaux vont se ressembler, mais ils vont partir de du même environnement, de texture et d'aléatoire, dont je parlais tout à l'heure. Le dernier en date, c'était, Remember the Clouds. C'est né le 1er morceau, c'était Confident Wings. C'était un morceau où j'avais fait quelques notes de guitare et puis j'avais commencé à les monter, puis après je les avais, je les avais samplés. J'avais commencé à faire une brume avec et puis, à la fin, bon, le morceau était terminé, je me suis dit: «Il faut que je fasse autre chose» et puis, en fait, les trois autres morceaux que j'ai faits, il y en a un où j'ai chanté, j'ai rajouté un peu de voix, j'ai tout modifié, c'est complètement noyé. Un autre morceau, heu, bah, celui qui porte le titre de l'EP, il y avait une petite phrase un peu post-rock faite avec une pédale de volume pour gommer les attaques et plein de résonances, pour que ça dure, éternellement. Donc on entend un peu la phrase, mais elle se corrode, elle s'abîme, elle disparaît, elle revient et heu et il y a un autre morceau où j'ai carrément rajouté du CS80 et on est parti dans l'espace et je me suis dit: «Ça sera le morceau de la fin», qui part de la guitare et s'envole un peu plus haut. Mais en tout cas, ça s'est fait au fur et à mesure, avec comme point de départ Confident Wings où j'avais trouvé le son. Un son que je trouvais intéressant, mais qui pouvait nourrir d'autres idées. Mmh. Donc tu veux refaire ce processus en fait, un peu, partir un peu là-dedans en fait, ouais. Avoir quelque chose Ah beh, une base commune en fait entre tes morceaux, ouais. Une cohérence. ah oui, 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 c'est important, Ouais. comme pour avoir des petites périodes, ou des petits récits aussi, enfin, il y a des choses que je me raconte sur ces moments de création des choses que j'ai envie de raconter aussi, heu et puis, c'est important de sortir des formats plus longs aussi, je pense. Les albums, tu pas trop non, c'est pas trop ton truc? Bah, les albums, c'est la même chose, mais avec 2 fois plus de travail, donc pour l'instant, j'ai un peu du mal, Ouais, ouais. Ouais, ça demande donc beaucoup de travail l'album, ouais. Mmh, mmh, donc ça viendra, mais j'y suis pas encore. ouais. Il faut il faut il Je suis pas faut encore prêt. il faut ruser, tu fais des rework ou tu fais des versions différentes. Comme ça fait, Bah, le jour où je trouverai un concept qui m'intéresse et qui me donne des idées, oui, oui, je ferai peut-être ça. Mais il y a des morceaux un peu perdus dans le début de cette, assez jeune discographie je pense à Blue Light Waves et Inside Blue Light Waves qui était déjà un travail sur le premier et je me dis parfois, en fait, j'ai envie de les déterrer et d'en faire autre chose et de les sortir tous ensemble. mmh mh.
J'ai pas encore trouvé le moment, mais heu, il va falloir que je trouve un concept et il va se passer quelque chose. OK, OK. Bon, ouais, très bien. On a hâte d'écouter ça, en tout cas. OK, alors c'est, bah, du coup, un peu la section inspiration de l'épisode. Si tu devais recommander, je sais pas, un film, une série, un livre, une expo, quelque chose, en fait, qui te plaît, quelque chose que tu as, vu récemment, quelque chose, voilà, que tu souhaiterais nous recommander à nous, à nos auditeurs. Ça serait quoi? Alors c'est pas récent, mais ça a un peu plus d'1 an, je pense et c'est un film que j'ai trouvé extraordinaire avec une musique fabuleuse. Ça s'appelle Le mal n'existe pas. C'est un film, japonais de Ryusuke Hamaguchi. C'est un peu dur à prononcer et il y a une temporalité merveilleuse dedans. On est dans la nature, un homme et sa fille se promènent, détaillent le nom des arbres, c'est beau et puis dans ce petit village de la montagne avec un joli petit cours d'eau, il y a, 2 commerciaux qui arrivent pour faire une présentation dans le village d'un projet, de glamping, de camping un peu luxueux. Mais alors, il va falloir abattre des arbres, changer la configuration de pas mal de choses et surtout, c'est un petit drame pour cette communauté, un drame écologique. C'est qu'on parle de fosses septiques, on parle d'évacuation dans les eaux et j'en dis pas plus. En fait, c'est un film très contemplatif, très beau et mystérieux et en même temps, il y a ce sujet tout à fait contemporain et ultra important de comment on envisage l'avenir dans les décisions qu'on prend, individuellement ou collectivement? Et cette petite histoire de camping qui pourrait chambouler toute une région, bah, c'est exactement ça. On est dans une toute petite histoire d'un petit coin reculé du Japon et en même temps, c'est toutes les questions écologiques, qui sont bonnes à être posées aujourd'hui et ce qui est fabuleux dans le film, c'est que, personne n'est mauvais, pas même les commerciaux. Tout le monde a de l'humanité. Donc je trouve ça merveilleux ce film et puis il y a une musique, heu, d'une compositrice dont je retiens pas tout à fait le nom, heu, qui s'appelle Eiko je l'ai marqué, hein, je l'ai marqué, elle s'appelle Eiko Ishibashi. D'accord. Donc c'est beaucoup de cordes et alors faut absolument l'écouter. Je comment raconter ça? C'est pas possible, il faut aller l'écouter, écouter la musique de Le mal n'existe pas, et peut-être même pour certains, c'est ça qui leur donnera envie d'aller voir le film après. Hem, c'est complètement immersif, étrange, très mélodieux et en même temps contemporain. Heu, c'est pas un c'est pas quelque chose qui sonne comme une musique qui a existé il y a un siècle et on se dit: «Ah oui, oui, d'accord, oui, c'est encore, un film avec de la musique classique», non, justement, il y a quelque chose de très créatif dedans. Donc ça, c'est un film qui m'a bouleversé. D'accord, OK. OK, bah, écoute, merci beaucoup. Je l'ai vu passer, en fait. Je t'avoue, je me suis pas trop intéressé, mais du coup, tu m'as donné envie, donc je vais aller regarder un petit peu plus en détail, du coup. Mmh et puis Hem, oui? sinon je peux te parler d'autres Ah bah, choses bien sûr, aussi, bien excuse-moi, qui j'ai a rien à oui, oui, voir. avec plaisir. Pardon et sinon il y a c'est une trilogie que j'ai lue l'année dernière. Alors je suis pas un dingue de science-fiction. Mais en fait, depuis 1 an, j'ai quand même pas mal découvert de choses, dont, William Gibson et Philip K. Dick et j'ai trouvé ça complètement génial et je voulais juste dire 2 mots sur, la trilogie de William Gibson, qui s'appelle Neuromancer, qui a été écrite, au début des années 80 et dont l'écriture, a été totalement modifiée, en cours de route, quand William Gibson a vu le film, Blade Runner de Ridley Scott. Et en fait, dedans, il y a les germes de ce qui deviendra plus tard Matrix. On est complètement dans cette naissance du cyberpunk avec, des cyberattaques, le cloud, plein de termes qui nous sont familiers aujourd'hui. Mais c'est encore une fois, c'est très poétique dans la façon de raconter les choses. C'est pas, le génie qui aurait tout prédit.
Non, il a des mots plus imagés pour parler du cloud et des cyberattaques. C'est une sorte des sortes de nuages de grains, comme ça et il y a quelqu'un qui se connecte, mais avec des trucs complètement branques, c'est pas du tout, technologique et qui se dans ce il se connecte dans cet univers parallèle et en fait, j'adore ça. C'est hyper bien parce que ça nous parle d'aujourd'hui, mais ça fait pas vieux par rapport à la description, de notre monde, c'est juste, comme un monde parallèle au nôtre aujourd'hui, mais pensé, 40 ans plus tôt et c'est super bien écrit et prenant. Enfin voilà, William Gibson, je trouve que c'est une très belle découverte littéraire. OK, d'accord. Je connaissais pas. OK. Et du coup, donc l'auteur a quoi? Modifié son récit ou sa façon d'écrire parce qu'il a vu Blade Runner, c'est ça en fait? Ou Ouais, d'accord. ouais, il le raconte, c'est-à-dire que les couleurs, les représentations de la ville, Ah ouais. avec ses gratte-ciel et tous ces néons, il l'a vraiment incorporé OK, OK, incroyable. et attends, je l'ai là, j'y avais pas pensé avant, mais il me semble que quand on lit la première page, on a un peu une l'image que ça peut être. Oui, alors la c'est pas la première page, je vais pas lire toute la page. La première phrase, c'est: «Le ciel au-dessus du port avait la couleur d'une télévision allumée sur une chaîne défunte». Voilà. OK, ouais, effectivement. Je sais pas, il y a déjà un Ah truc, ouais, d'imaginaire quoi, dès la première phrase. OK. Bah, écoute, Mais ouais. Donc la trilogie est donc géniale. c'est une trilogie du coup? Ouais, OK, d'accord. OK. À regarder de plus près alors. Est-ce que tu avais d'autres choses, à nous conseiller peut-être? Ouais, ouais, de découvrir Ableton Live et Max for Live Max for Live. et de Ah ouais, tiens découvrir, vas-y. Ouais, tu ah l'utilises, ouais, ouais. ouais, du coup? Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah là, mais c'est une révolution culturelle. C'est, je pense que c'est toute la musique électronique aujourd'hui, ou quasiment toute, utilise, Ableton Live, je pense. Donc, ce que je trouve enfin, ce que je trouve vraiment extraordinaire dedans, heu, bah, c'est l'utilisation, à la base en tout cas, les LFO. Je trouve ça merveilleux. Donc j'en mets partout sur, tous les paramètres. Je les règle avec amour et jusqu'à obtenir le son qui va être, bah, cette texture dont je parlais, tout à l'heure, ce paysage immersif, sur lequel moi après je vais commencer à entendre des choses et que je vais commencer à composer quoi. Mais, je trouve que c'est un environnement qui permet énormément de choses, sur la boucle, sur le sample, sur la répétition, sur le changement, sur l'aléatoire. Même on peut faire du de l'e cet aléatoire, lié au LFO, on peut aussi le faire sur le volume de chaque piste, qui se lie en parallèle. Donc quand on a un son un peu trop épais, justement, on peut aussi en modifier le volume avant une reverb. Heu, il y a plein de choses géniales à faire dessus. Donc il y a des versions gratuites, donc pour n'importe qui a envie d'essayer, un logiciel aujourd'hui pour commencer à faire de la musique, je pense que c'est vraiment génial de découvrir, Ableton Live. Je tu Et j'ai aucune part chez eux, hein. C'est juste ça a changé ma vie ouais. et je serais content que ça change la vie de beaucoup de monde. OK. Ouais, tu l'utilises vraiment beaucoup plus, en avant que moi. Moi, je reste très en surface sur les fonctionnalités. J'utilise beaucoup de plugins tiers. J'imagine toi, tu as quand même si en plus tu parles de Max for Live, donc j'imagine tu utilises beaucoup ça aussi. Max for Live, donc c'est un peu un ajout, de live. En fait, on peut très bien utiliser Live sans Max for Live, où il y a des je sais pas comment on peut dire qu'il y a des modules en plus, c'est ça? Des modules d'effets, c'est ça? Max for Live, on peut dire? Bah, en fait, oui, oui, il y a des effets, notamment un qui est développé par Robert Enke qui s'appelle Mmh. Granulator, qui permet de mettre un sample et après de faire tout un voyage à l'intérieur du sample, à chaque fois qu'il est piloté par des touches de synthé, de clavier MIDI et donc il y a plein de réglages par rapport à la taille du grain, le sens de lecture, donc on peut complètement déstructurer, l'objet sonore initial. Ça, c'est génial mais il y en a plein, enfin, il y a plein de délais complètement dingues, donc on peut faire de la musique, on va dire, très punk et bruitiste ou lo-fi et je sais pas quoi, mais on peut aussi essayer d'absorber ça pour en faire ce qu'on veut. Mais mais du coup, faut jamais partir des presets, faut toujours aller chercher soi-même, à changer un peu la donne, de ce qui était proposé. Mais le truc intéressant, c'est qu'il y a toute une communauté,
avec un site déd une plateforme dédiée, une communauté de créateurs qui, créent eux-mêmes des choses et avec qui on peut échanger aussi pour qu'ils améliorent, certaines fonctions. Donc moi je suis absolument pas geek au sens où, j'ai pas du tout envie de créer des choses à l'intérieur de Max for Live, mais ça m'est arrivé d'échanger avec des gens qui l'étaient et qui pouvaient, modifier des choses. Parce qu'au départ quand même Max c'est Max MSP, c'est un logiciel de l'IRCAM, avec il faut connaître tout un langage pour configurer à l'intérieur de ça. Donc ça a été, il y a eu un partenariat avec Ableton, donc c'est formidable, ça devient, avec des fenêtres plus accessibles, mais pour qui a envie de coder à l'intérieur, on peut rentrer dans, je pense que c'est open source, pour certains trucs, on peut aller coder à l'intérieur d'un effet Max for Live. Mmh. Pour le modifier selon, ce qu'on voudrait obtenir. D'accord. Mais c'est pas la partie qui m'intéresse, hein. Moi, j'aime bien le côté, non, non, je suis pas un truc développé par l'IRCAM, je suis juste un plugin normal mais n'ouvre pas la boîte, tu risquerais d'avoir peur. Contente-toi de t'amuser avec moi. Donc enfin, c'est comme ça que je leur parle, hein. J'ai pas du tout envie, de faire de la programmation. D'accord. OK, alors, découvrir tous les musiciens en herbe ou tous les musiciens confirmés, heu, essayez Ableton Live. Bah, ouais. Ah oui, oui, non, j'ai, ma faut pas commencer par Max for Ah non, Live. non, 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 je dis déjà Ableton Live et après si on veut aller Ouais, plus loin, ouais. on va sur Max for Live effectivement, ouais, ouais. OK, très bien, peut-être encore autre chose à nous recommander? Ou tu avais fait peut-être le tour? Mmh. Bah, juste un petit dernier comme Allez, vas-y. ça, bon, il y a quand même une expo que j'ai vue, mais bon, c'était à Paris, dans un petit lieu, c'est pas donné à tout le monde d'avoir l'occasion de le voir, mais en même temps, je pense que ça a 20 ans, il y a eu des nouveaux tirages, donc ça peut circuler. Il y a un livre magnifique, sur lui, donc c'est possible d'en voir. En fait, c'était, la série Genesis de, Sebastião Salgado, qui doit être un photographe argentin qui fait un travail sur du noir et blanc sublime et qui voyage dans le monde entier pour, pour nous faire découvrir des choses merveilleuses. Des paysages, grandioses, ou des paysages qui sont en train de disparaître. Mais c'est des photos, enfin, il faut absolument voir les tirages. OK, C'est, je pense que ça peut quand même se trouver sur internet, mais le livre, qui a été, publié par ta chaîne est merveilleusement beau, hein, d'accord. et pas très cher. OK. Donc des quelque chose qui t'inspire peut-être, ce genre de choses? Ah bah, complètement, c'est des images dans lesquelles on s'immerge, c'est monumental. Donc j'ai eu l'occasion d'en voir, aux Rencontres d'Arles, il y a au moins 20 ans. C'est des grands formats, mais ces tirages, je connais pas les techniques exactement, de ces photographies, des tirages de ces photographies, mais c'est des noirs et blancs sublimes. D'accord. Donc oui, oui, moi je m'immerge dedans parfois, je regarde, oui, je pense que ça m'inspire comme, aller faire un tour, à la campagne et se dire, «Oh quel beau rayon de soleil, je me sens bien» et non, moi je peux me sentir bien en regardant une photo, comme certains en voyant une peinture. Ouais, Mais je ça fait partie de mes voyages, immobiles. immobile, ouais. Mais c'est quand même des voyages. OK. Bon, eh ben, d'accord, bah, découvrir également. OK. Merci beaucoup Philippe, pour toutes ces Bah, merci inspirations. à toi Alex. Alors, bah, écoute, pour terminer, quels sont les meilleurs endroits pour découvrir un peu ton univers et ta musique? Tu enverrais les gens vers, Et quel ben, lien? pas vers mon prochain concert. Non? Mais ça sera pas tout de suite. Mais non, 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 disons que c'est un peu comme pour tout le monde aujourd'hui. Ça sera sur Spotify, ou sur Bandcamp selon, de selon l'approche politique de chacun et mais ça pourrait être, sur YouTube ou Apple, peu importe. Aujourd'hui, les choses sont disponibles, on peut les découvrir partout. Disons que j'ai plus la main sur Spotify, comme beaucoup Mmh. d'artistes indépendants, parce qu'il y a tout ce système de playlist où les gens peuvent s'entraider, se découvrir et mettre en avant les choses qu'ils aiment. Toi-même, tu es un curateur, qui m'a énormément aidé, enfin aidé à faire découvrir ma musique et donc c'est sur Spotify que ça se passe le mieux pour moi,
grâce à tout ce système, mais en même temps, c'est comme pour n'importe quel artiste, si quelqu'un a un abonnement quelque part, il trouvera ma musique comme il trouvera celle de tout le monde, parce que je pense que maintenant on est diffusé partout. Mmh. Tout à fait. Tu es toujours sur Tidal pour écouter la musique? Non, c'est terminé, je pouvais pas avoir 2 abonnements. Ah! J'ai OK. arrêté Tidal et j'ai plus que Spotify, Ah, tu es chez où il fallait Spotify. quand même que je fasse un peu de veille. Eh oui, d'accord, OK. OK, d'accord. Bon. Le lossless ne te manque pas trop ou non? Ça va, ça va. No comment, OK. Mais je pense que ça s'améliore quand même Spotify. C'est meilleur Spotify, tu dis? Non, Ah. non, ça Ah ça s'améliore. ça pardon, ça Tout le s'améliore. monde est obligé de s'améliorer aujourd'hui, Ouais. avec les débits, qu'on a, les gens qui s'équipent parfois un peu mieux qu'avant, ça suit. Donc oui, oui, il y a devant tout le monde, il y a Tidal et Qobuz, mais les autres sont obligés de s'améliorer. Mmh. Et Apple Music aussi qui fait du bon lossless aussi, ouais, ouais. OK, OK, très bien. Écoute, on va se quitter avec, un titre que tu as choisi, un titre à toi, Blue Question, c'est bien ça. Pourquoi ce titre-là? Pourquoi spécialement celui-là? Bah, déjà, c'est pour la petite anecdote, c'est le premier morceau ambiant que j'ai produit et c'est pas le premier que j'ai sorti. Je crois que j'ai attendu 1 an et donc j'ai lancé d'autres morceaux, j'ai commencé avec d'autres morceaux Mmh mh. et puis quand le truc s'est un peu installé, que ça a fonctionné, et ben, je l'ai assemblé avec, 3 autres titres pour en faire mon premier EP, au bout d'1 an. Mais Blue Question, c'était, ce mélange qui est un peu toujours un horizon pour moi, entre du drone, on va dire un peu paysagiste, sur une tonalité, heu, une immersion, dans des textures, mais surtout garder l'idée, de quelque chose de mélodieux, mais d'un peu caché. Pas tout à fait devant, mais là. Mais suffisamment là pour qu'on puisse rêver, pour que quelque chose s'ouvre à l'imaginaire et qu'on se raconte un peu des histoires. Donc Blue Question, c'était aussi en tant que premier morceau que j'ai produit, c'était aussi, cette question de la planète bleue. C'est-à-dire que si on est dans l'univers, c'est le bleu et le bleu, c'est la mer et cette eau et cette existence, qui nous est permise par elle et aujourd'hui, sur les exoplanètes, on cherche, c'est ça qu'on cherche. Sous les couches de glace, on cherche de l'eau. Donc on cherche dans l'univers où est-ce que la vie pourrait peut-être être, répétée. Heu, donc et à chaque fois, on cherche du bleu, on cherche de l'eau. Et je trouve que, bah, on fait pas très gaffe et donc il y avait un peu une notion, écologiste derrière, sur, qu'est-ce qu'on fait de ce cadeau, de ce bleu qui nous caractérise, nous, sur Terre, au sein de l'univers. D'accord. Très bien. Et ben, écoute, on va découvrir ça tout de suite dans quelques instants. Philippe, un très, très grand merci, d'avoir répondu présent, à cette, interview. Merci beaucoup. Bah, merci à toi Alex, j'étais très heureux. Oui, moi aussi. J'espère que, maintenant les auditeurs, bah, te connaissent beaucoup mieux, vont découvrir ta musique. Si vous écoutez, bah, ce podcast jusqu'au bout, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, même mettre des commentaires sur Spotify, vous pouvez si, bah, peut-être vous avez une question à poser à Philippe, peut-être qu'il y répondra, voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite, eh bien, une très bonne, journée. On se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode et à bientôt. À bientôt Philippe, salut! Salut Alexandre.